Depuis quelques jours, de nombreuses streameuses et vidéastes dévoilent la face cachée parfois infernale de leur quotidien. On va donc voir ce qu'il en est concrètement et les questions que ça pose plus largement. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors je le disais, depuis plusieurs jours, des streameuses prennent la parole en France sur la sexualisation qu'elles vivent sur internet et plus largement sur les menaces ou encore les insultes qu'elles subissent régulièrement. Parce que oui, disons-le tout de suite, évidemment des hommes aussi peuvent être touchés par ce qu'on va évoquer après, mais généralement et dans l'immense majorité des cas, eh bien c'est surtout des femmes qui sont ciblées par les actes ou par les menaces précises qu'on va évoquer maintenant. Alors tout est parti d'un thread de la streameuse Magla qui est suivie par près de 700 000 personnes sur Twitch aujourd'hui. Ça fait d'elle d'ailleurs l'une des streameuses les plus importantes en France aujourd'hui. Elle fait surtout des directs sur Twitch de jeux vidéo, mais elle fait plein d'autres choses aussi au quotidien chaque semaine. Or, eh bien, dans cette série de tweets qu'elle a posté cette semaine, elle explique qu'elle est victime de cyberharcèlement depuis de nombreuses années, un cyberharcèlement qui est très intensif. En fait, elle décrit, photos et captures d'écran à l'appui, qu'il existe par exemple des montages pornographiques d'elle, donc avec sa tête qui va être placée à la place bien d'une actrice pornographique, ou encore des deepfakes qui vont essayer de la mettre dans telle ou telle scène, ou encore des channels Discord qui sont dédiés à des sortes de scénarios sexuels autour d'elle, mais elle reçoit au-delà de ça aussi régulièrement eh bien, des vidéos où en fait on voit des hommes se masturber sur des photos d'elle, des vidéos donc qu'elle reçoit parfois directement dans ses messages. Alors suite à cette série de tweets qui illustre une forme d'enfer connue par beaucoup de streameuses, eh bien justement d'autres streameuses se sont aussi exprimées, elles se sont dites fatiguées de toutes ces cyberviolences auxquelles elles doivent faire face tous les jours. La streameuse Bagara Jones a expliqué par exemple avoir dû déménager à cause du harcèlement ou encore de visites chez elle, et elle raconte aussi avoir développé des angoisses et des insomnies du fait justement de ces menaces ou de ces intrusions dans sa vie privée. Et d'ailleurs quelques jours avant le thread de Magla, eh bien, des streameuses, notamment Shiromani, ont posté des extraits de leur live où on les voit au téléphone avec un homme qui se faisait passer pour un livreur UPS pour essayer de récupérer l'adresse de Shiromani, un homme qui la menaçait ensuite de viol. Alors en l'occurrence malheureusement c'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça fait des années que les femmes qui produisent du contenu sur internet s'expriment sur ces violences qu'elles peuvent vivre au quotidien. Des violences qui, vous l'avez compris, dans certains cas se retrouvent amplifiées par le fait qu'elles sont très suivies, ce qui forcément eh bien, multiplie potentiellement le nombre de messages et de harcèlements qu'elles peuvent recevoir. Il faut savoir qu'en France, 65% des femmes de moins de 35 ans disent avoir été victimes de violences et de haine en ligne. C'est ce qu'indique une récente étude Ipsos qui a été commandée par l'assaut féministe contre le harcèlement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça touche les streameuses, mais ça touche plus largement une très grande partie des femmes en France, et ce donc y compris des femmes qui parfois ne sont pas du tout suivies. Et d'ailleurs j'en suis conscient, le fait de décrire ça peut paraître tristement évident disons pour beaucoup de femmes qui elles-mêmes se retrouvent confrontées à ça au quotidien, mais ça me paraît important de rappeler ces éléments qui montrent l'ampleur du problème. Mais alors là-dessus, que dit la loi et que risquent concrètement les personnes derrière ces actes? Et bien en fait en France, le cyberharcèlement est considéré comme un délit qui peut être puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Ça va jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si la victime a moins de 15 ans. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a aujourd'hui dans la définition du cyberharcèlement justement cette dimension d'image détournée. Bref, ça c'est donc pour la théorie. En théorie c'est puni par la loi, sauf que en pratique, eh bien il y a plusieurs choses quand même qui rentrent en compte. Il y a parfois la crainte du jugement, surtout d'ailleurs sur des histoires de montage de ce type, la crainte donc d'aller porter plainte et de se faire juger, la crainte aussi de ne pas se sentir écouté par la personne qui va recevoir la plainte, et puis plus largement en fait les condamnations aujourd'hui sont assez rares. Bref, il y a tout un tas de choses à prendre en compte sur cette question des dépôts de plainte et sur les façons de l'améliorer. Bref, la justice a évidemment un rôle crucial à jouer et il y a eu des avancées dans la loi ces dernières années, mais quelles pourraient être les autres solutions à mettre en place? Alors forcément, il y a eu beaucoup de réflexions ces derniers jours. Plusieurs streameuses par exemple réclament directement à Twitch de mettre en place des fonctionnalités comme le fait de pouvoir bloquer certaines adresses IP pour les infractions les plus graves. Donc par exemple le fait de pouvoir bloquer l'adresse IP d'une personne qui menace de violence physique, de viol ou alors d'agression sexuelle. Et en effet, là je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais aujourd'hui un streamer ou une streameuse sur Twitch peut bannir un utilisateur, donc tel ou tel utilisateur
ne pourra plus par exemple poster de messages dans le chat du live. Mais par contre, rien n'empêche cette personne-là de se créer un nouveau compte, de retourner ensuite sur le chat et de reposter un message avec son nouveau compte. L'idée donc de pouvoir bloquer l'adresse IP, ça devrait permettre donc de limiter un peu plus la possibilité pour ces personnes-là de revenir sur le live sur lequel ils ont été bloqués. Autre proposition qu'on peut noter, c'est l'association Streamer qui aide plus de 850 streameuses aujourd'hui et qui demande un référent direct chez Twitch, un référent vers lequel les streameuses pourraient se tourner justement en cas de harcèlement pour permettre davantage de dialogue et mettre en place des solutions si besoin. En tout cas, je tiens personnellement à apporter mon soutien à toutes les streameuses qui ont témoigné ces derniers jours, mais plus largement mon soutien à toutes les femmes et même toutes les personnes, on l'a dit, en ligne, qui peuvent subir ce genre de choses. Personne n'a à vivre ça au quotidien, quelle que soit l'ampleur ou quoi que ce soit. On espère donc que les choses changeront. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le flashback du jour. Salut, on commence avec cette première actu en France. La SNCF a été condamnée ce mercredi pour homicide involontaire pour l'accident de train qui a eu lieu à Brétigny-sur-Orge, au sud de Paris, en juillet 2013. Ce jour-là, un train qui reliait Paris à Limoges avait déraillé, provoquant la plus grosse catastrophe ferroviaire de ces 35 dernières années en France. L'accident avait fait 7 morts et plus de 400 blessés, en comptant à la fois les gens qui ont eu des blessures physiques et les gens qui ont eu des blessures psychologiques. Alors le déraillement du train avait été causé par la rupture d'une éclisse en acier, c'est en gros une sorte de grosse agrafe qui relie les deux rails, et lors du procès, la justice a estimé que la SNCF n'avait pas suffisamment réalisé de maintenance et de surveillance pour empêcher cela. Elle a du coup été condamnée à verser une amende de 300 000 €. Deuxième actu en France, le gouvernement veut instaurer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, et ce pour réduire les accidents de chasse. En fait, actuellement, il n'y a aucune réglementation concernant l'alcoolémie à la chasse. Or, le gouvernement estime que le fait de manipuler une arme est incompatible avec une forte alcoolémie. Il souhaite donc qu'il y ait pour les chasseurs des règles comme il y en a pour les automobilistes, et donc créer un délit si un chasseur est contrôlé en train de chasser avec plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Il faut savoir qu'en fait, ces dernières années, plusieurs accidents de chasse ont fait la une de l'actualité, et notamment en novembre 2021, le décès d'un jeune de 25 ans devant sa maison par un tir de chasse dans le département du Lot. Et suite à tous ces accidents de chasse très médiatisés, le Sénat avait travaillé un rapport sur le sujet qui avait conclu que l'alcool serait à l'origine de 9% des accidents de chasse. Bref, du coup, cette mesure du délit d'alcoolémie pour les chasseurs faisait partie des solutions avancées par le Sénat. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, plusieurs fédérations de chasseurs ont affirmé qu'ils n'étaient pas contre l'idée. Troisième actu, c'est une autre mesure proposée cette fois par la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Caubel, et cette fois l'objectif est de restreindre l'accès des sites pornographiques aux mineurs. Ça consisterait à mettre en place un paiement par carte bancaire de 0 € à l'entrée des sites pornographiques. Selon Charlotte Caubel, ça serait un filtre plus efficace que le message « Avez-vous plus de 18 ans ?» qui est aujourd'hui à l'entrée de ces sites et qui, dans les faits, on va pas se mentir, ne sert à rien. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que ce paiement par carte bancaire serait un filtre ? Eh bien déjà parce que tous les moins de 18 ans n'ont pas une carte bancaire, en particulier une carte bancaire qui permet de payer sur internet, et ensuite parce que pour les moins de 18 ans qui en ont, les parents ont souvent accès à leur relevé de compte et ils pourraient du coup voir qu'un paiement a été réalisé sur un site porno. Après, il faut bien noter que cette obligation de paiement par carte bancaire ne serait pas infaillible, parce qu'elle resterait comme toujours contournable avec un VPN en se localisant dans un autre pays, mais ça le gouvernement en a conscience, ils estiment que c'est un premier filtre. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que cette mesure est une bonne idée. On reste en France pour la quatrième actu. Cette fois, je voulais vous parler d'une initiative originale de la chaîne de restaurants Pizza del Arte. Dans plusieurs de ses restaurants, elle a lancé un système d'abonnement pour pouvoir y manger une fois par jour, autant de jours qu'on le veut dans le mois. Concrètement, ça coûte 35 € par mois. L'abonnement permet de prendre en fait juste un plat parmi une sélection de 5 pizzas et de 2 plats de pâtes, un plat qui a une valeur d'environ 8 € à la carte. L'objectif affiché par Pizza del Arte, c'est de tenter de fidéliser davantage ses clients dans un contexte où dernièrement la fréquentation de ces restaurants a baissé le midi en raison du Covid et du développement du télétravail. Alors certains estiment que ce modèle n'est pas tenable pour Pizza del Arte parce qu'en proposant des plats à 8 €, mettons si un client vient ne serait-ce que 3 fois dans la semaine, il va consommer l'équivalent de 100 € de plats à la carte par mois pour un abonnement qui lui coûte que 35 €. Mais à côté de ça, certains estiment que ça peut être rentable parce que le client va aussi consommer des boissons ou autres qui sont proposées en supplément et qu'il va aussi potentiellement attirer d'autres personnes avec lui au restaurant, des personnes qui ne sont pas abonnées. Bref, on verra si cette offre qui s'inspire des plateformes de streaming tient. C'est un modèle qui est tenté aussi par plusieurs chaînes aux États-Unis. Cinquième info en tech, Apple a confirmé que tous ces nouveaux iPhones auront bientôt un chargeur USB-C, le chargeur qui est aujourd'hui utilisé sur les appareils Android, et ce potentiellement dès 2023. Alors vous vous en souvenez peut-être, en fait ça fait suite à une décision de l'Union Européenne qui a imposé qu'il y ait le même chargeur pour tous les nouveaux appareils vendus dans l'Union Européenne.
à la fois pour faciliter la vie des consommateurs et aussi pour réduire les déchets électroniques. Et en l'occurrence, le chargeur qu'ils ont imposé, c'est le chargeur USB-C et pas le chargeur Lightning qui est le chargeur utilisé aujourd'hui par Apple. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Apple devrait appliquer ce changement pour tous ses iPhones, à la fois donc en Europe où c'était imposé, mais aussi partout ailleurs dans le monde, ça il n'y était pas obligé. Selon certains experts, en fait, c'est parce que le chargeur USB-C est plus prometteur en termes de charge rapide. Et allez, une dernière actu en tech également qu'on voulait vous partager vu qu'on est sur YouTube, c'est que YouTube justement a annoncé une mise à jour de son interface à l'occasion de son 17e anniversaire pour la rendre, je cite, plus propre et plus immersive. Il y aura notamment un nouveau mode ambiant qui adapte les couleurs de l'arrière-plan à celles de la vidéo, un nouveau mode sombre, vraiment noir, et un nouveau design pour les boutons like, dislike et partager notamment. Et il y aura aussi une nouvelle fonctionnalité qui peut être très pratique sur téléphone, notamment pour regarder ce format des actus du jour quand nous on met des cartes ou des graphiques dans la vidéo. C'est la possibilité en fait de zoomer sur une portion de la vidéo avec ses doigts pour mieux lire quelque chose, comme on peut déjà le faire aujourd'hui par exemple sur une photo sur Insta. Allez, je vous laisse avec Hugo pour le flashback et Blanche demain pour les actus en bref. Nouveau flashback donc aujourd'hui, on termine avec un retour dans l'histoire, retour aujourd'hui avec un événement marquant qui s'est passé il y a 105 ans, le 26 octobre 1917 en Russie. Ce jour-là, Lénine, le chef du parti communiste russe à l'époque, prenait le pouvoir après avoir renversé le gouvernement lors de la révolution russe d'octobre 1917. La Russie devenait alors le premier État à se définir comme communiste. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que selon Lénine, le communisme était réalisé, mais là je ne rentre pas dans tous les détails techniques, sinon on est parti pour un cours de sciences politiques. On pourra pourquoi pas en reparler dans une autre vidéo. Alors vous le savez très sûrement, mais si vous voulez écouter ces actus du jour plutôt que les regarder, c'est possible notamment avec la version podcast disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfin bref toutes les applis de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour, vous allez pouvoir le retrouver. Pensez juste à vous abonner pour que ça apparaisse bien après éventuellement dans votre Spotify dans l'onglet podcast. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.